Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alizé Télévision pour votre journal de 19 h. Nous sommes le samedi 9 juillet 2016. Partons immédiatement à Petit Canal pour le prologue de la 15e édition du Tour de Guadeloupe à la voile traditionnelle. Un prologue qui se courait dans la baie de la commune. C'est l'équipage l'éleveur de Sainte-Rose qui s'est imposé devant l'embarcation petit-bourgeoise Orange Sopimat de Claude Tellier. À la 3e place, on retrouve les Saint-Anais de GRC La du patron Karl Chipotel. Et un peu plus loin, dans la flotte, on retrouve l'équipage 100% féminin Tibijou des Abîmes qui semble satisfait de son prologue. On écoute tout de suite Aurélie Barchel, numéro 2 de l'équipage, au micro d'Anne-Elisabeth Hartsen. Ça se passe bien pour l'instant pour les filles. Moi, je suis contente de leur parcours et surtout de la place qu'elles ont en ce moment. C'est pas encore ça, je pense. En vente arrière, j'ai vu qu'elles avaient du mal, mais elles gardent quand même leur place et je suis contente. Donc, très bien. Une bonne position pour l'instant, un beau départ et j'espère qu'elles vont bien arriver. C'est aujourd'hui que s'est achevée la récolte canière. Après avoir demandé à 2 reprises un délai pour repousser cette date butoir, les planteurs de canne avaient jusqu'à aujourd'hui pour finaliser leur récolte. Une récolte qui s'annonce plutôt mauvaise, ou en tout cas moins bonne que celle de l'année dernière, puisque les estimations font état de 450 000 tonnes de canne récoltées contre 650 000 récoltées l'année dernière. Muriel Barlagne s'est rendue dans une exploitation de Sainte-Rose pour vivre cette fin de campagne. Ils forment un duo de choc. La machine a coupé la canne et le tracteur chargé de récupérer les morceaux. Rien ne résiste sur leur passage, si ce ne sont quelques pierres. Aujourd'hui, c'est jour de coupe pour Guy Balagne. Le planteur fait partie du groupement foncier agricole de Belle-Cîteaux à Sainte-Rose. Il a 3 hectares à traiter. Sa parcelle est l'une des dernières sur la liste, car la récolte se termine dans un jour. Pour lui, c'est un moment important. La récolte, c'est un jour plus important dans l'année là, puisque là, jour là, ça, ou qu'à garder vrai cas ou produit, ou qu'à récolter fruits à travailler, fruits en l'année de travail, donc ça, c'est agréable et c'est intéressant. Les cannes ont 4 ans. Elles ont été brûlées pour être débarrassées de la paille, ce qui facilite le travail de la société engagée pour la coupe et le transport. Guy Balagne a opté pour la SGCM, la Société guadeloupéenne de coupe mécanique de Sainte-Rose. Mais d'autres exploitants font encore couper leurs cannes à la main. Une fois les tracteurs pleins, ils partent pour la zone de transfert située à l'usine Bonne-Mère à Béron. Là, on procède d'abord à la pesée. Puis une sonde récupère un échantillon de canne qui servira à mesurer leur richesse. On va prélever entre 5 et 10 kg de canne qui va tomber dans la poubelle. Ensuite, qui va être broyé dans un appareil. On va faire broyer toute la canne. Ensuite, on va faire une homogénéisation de cet échantillon pour qu'on puisse faire du jus. Donc on va prendre 500 grammes pour faire le jus. Et c'est avec ce jus qu'on pourra faire la richesse. La cargaison est ensuite déposée sur place en attendant d'être transférée à l'usine Gardel au moule. Les chauffeurs des tracteurs engagés par Guy Balagne feront le va-et-vient entre son exploitation et l'usine Bonne-Mère toute la journée jusqu'à 18 h, munis de coupons permettant d'identifier leur cargaison. Le poids et la richesse des cannes vont aider à déterminer leur prix. En 30 ans de métier, Guy Balagne a connu des saisons meilleures. Récolte en moyenne l'année ici, il n'est pas trop mauvais, puisque bon, comme quand on a grandi rapidement, bon, il peut qu'il y ait l'ossic, mais bon, bon an mal an, bon, nous avons risqué de retomber quand même en les dépiant nous. Mais à pas meilleure récolte que nous voyons, loin de là. Des récoltes là, ça attend bien sûr qu'ils permettent moins de revenus, puisque récolte à canne fait partie des revenus en moins. Donc on va compter ici.
Et ensuite, bien sûr, on va souhaiter qu'il est le plus intéressant possible. Même si on a l'impression qu'il a péqué le cas pour l'année ici. À cause de la pluie, les cannes, gorgées d'eau, pèsent suffisamment. Mais pour la richesse, ce n'est pas bon. Le planteur estime qu'elle sera de 6 voire 7 cette année. L'idéal est de 9 à 10. Mais lui a pu au moins faire couper ses cannes, quand d'autres n'auront pas de récolte cette année. Drogue, violence, délinquance, 3 mots, MOTS, liés, qui touchent la Guadeloupe de plein fouet. Au Gosier, c'est une journée pour lutter contre ces mots MAUX qui a été organisée au stade municipal Roger Zamy. Tournoi de football, concours de graphes, de hip-hop, de slam ou encore de films mobiles. Tout cela autour du chanteur Dali, le parrain de la manifestation. Un reportage, Cécile Allègre. Les jeunes du Gosier s'impliquent contre la violence. 6 quartiers de la ville ont constitué une équipe pour un tournoi de football autour de valeurs simples comme le respect et la tolérance. L'occasion pour ces jeunes de montrer leur talent, mais aussi de discuter avec les associations présentes. Comme le constatent bon nombre d'entre elles, il est indispensable de mobiliser la jeunesse autour de la lutte contre les addictions. En effet, violence, délinquance et drogue concernent tout le monde, mais à un âge de plus en plus précoce. Les addictions modifient le comportement. On le sait, ce sont des produits dits psychoactifs qui agissent directement sur le cerveau et qui peuvent effectivement perturber le comportement, particulièrement l'alcool. On sait, c'est un produit désinhibant qui va faire en sorte que le jeune, ses barrières vont tomber, ses protections vont tomber. Les drogues sont responsables de bon nombre de comportements violents. Les populations les plus défavorisées sont souvent pointées du doigt, mais cela concerne, en réalité, toutes les catégories sociales. Les associations sont les premiers témoins et multiplient à ce titre les interventions dans tous les milieux scolaires. Qu'il faudrait vraiment, comme nous on le fait, faire vraiment la prévention. Pour les plus jeunes, puisque on entend souvent les cas de violence, et c'est souvent les plus jeunes. Donc c'est dû vraiment aux addictions. La journée sans drogue, sans violence et sans délinquance n'a pas réuni ces 3 thèmes par hasard. Les acteurs associatifs constatent très souvent un lien entre les addictions liées à une drogue et les comportements violents. On ne va pas dire que la délinquance emmène à la drogue, que la drogue emmène à la délinquance. Ce sont des facteurs pluriels qui emmènent à ça. On ne va pas dire que c'est la drogue qui va emmener à la délinquance, mais on va dire que on constate qu'effectivement un jeune qualifié de délinquant, malheureusement, ça donne ou à l'alcool, ou au cannabis, ou à d'autres produits psychoactifs. Bon, je pense que tout est lié en fait. Tout est lié. Le plus souvent, quand on voit de la violence, c'est à cause sûrement de l'alcool, du cannabis. Ouais. Et si les jeunes ne sont pas touchés directement, ils ont souvent été confrontés à des situations difficiles. Violent à cause de ça, non, j'en connais pas. J'en connaissais, oui, dans mon entourage, j'en avais qui consommaient ça et ils étaient devenus dépendants. Du coup, quand ils n'avaient pas leur substance, ils étaient plus ou moins violents. J'en connais plus. La prévention et l'accompagnement des personnes en difficulté restent aujourd'hui les seules solutions face à un phénomène d'envergure souvent sous-estimé par les jeunes et leurs familles. Au lendemain du triste anniversaire de l'éruption de la Soufrière, poursuivons notre dossier consacré à cet événement quarantenaire. Hier, nous vous proposions un bond dans le passé à travers les yeux de 2 témoins de l'époque. Aujourd'hui, c'est par le prisme de la jeune génération de Saint-Claude que nous allons évoquer cette éruption. Des jeunes qui se sont rendus à une exposition dans leur commune sur l'éruption et les mouvements de population qui en ont découlé. Un reportage signé Éric Pommier. Nul doute qu'ici, on a tenu à marquer le 40e anniversaire de la grande dame la Soufrière. 40 ans, et oui, que le temps passe vite. Mais au pavillon de la ville de Saint-Claude, la machine à remonter le temps a élu domicile dans ce 10 mètres carrés. Retour en arrière, nous sommes en 1976. Archives, photos, témoignages habillent toute une salle prévue à cet effet. Objectif, permettre au public et surtout à une jeune génération de voir, de comprendre, d'analyser une catastrophe que leurs parents ou leurs grands-parents ont vécue. Oui, on m'en avait déjà un petit peu parlé, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup de catastrophes, des pertes générales énormes. Et puis voilà, et puis ça m'a permis aujourd'hui de
d'élargir ma connaissance sur le sujet. C'est par les interventions que nous avons, telles que celle d'aujourd'hui, faire comprendre à cette jeunesse quel est le passé, l'histoire. Quand on voit à la télé des évacuations, quand on voit des gens qui migrent ailleurs, leur faire comprendre que Saint-Claude aussi a vécu ce moment, pas aussi dur, mais un moment qui a été dur pour certaines familles, parce que c'est pas si évident que ça, même si on était en Guadeloupe pour certains, d'être chez l'autre. D'autre part, par le biais des conférences aussi, faire savoir qu'un volcan, c'est pas seulement parler de catastrophe, mais aussi c'est une richesse. Jimmy est natif de Saint-Claude, il est âgé de 17 ans. La Soufrière relève pour lui d'une histoire qui donne froid dans le dos, mais avec aujourd'hui un constat. Je pense qu'au moins, en sachant tout ça, on sait comment agir si ça se reproduisait. Amélie a également été sous le charme d'une exposition dont elle n'oubliera pas les faits marquants. Je crois que c'est une merveilleuse histoire et que c'est bien de l'exposer, car comme on n'était pas là, ça nous évoque des souvenirs. Et qu'est-ce qu'il y a de plus surprenant pour toi dans cette histoire? Qu'il y a eu des victimes, de nombreuses d'ailleurs. 8 juillet 1976, le début d'un long épisode qui allait terriblement bouleverser la vie de milliers de Guadeloupéens. Les jeunes ont bien compris l'intérêt de s'imprégner de cette époque. Nous l'avons vu, l'éruption de la vieille dame de Saint-Claude en 1976 n'évoque pas forcément grand-chose pour les plus jeunes, mais le phénomène reste gravé dans bien des mémoires. Certains se sont confiés au micro d'Anne-Elisabeth Artsen. Bien 76, quand le volcan là ronflé, moi je ne sais pas comment c'était volcan là. Vont seul nous assez, sont fumés, nous qui montent en l'air, tout année on a brûlé au désir, on a brûlé, pas là pour faire. Mon a trouvé ça ce volcan là d'après équipé, tout le monde a couru, petit monde l'école tout le monde a été occupé hein. Ça il était embarrassé quoi yo. Bœuf a crié, yo ça il m'a chien a happé. On le bête a pleurer, puis on va pas ça ce volcan là. C'est là même quand ce volcan là, on parti en 34 jours là parti. Et jour là ça, si on a brûlé, tout année on a brûlé, c'est poussé en sang, ça a brûlé, tout année on a brûlé, et on pas avoir l'oreille. Il fait qu'on joue là, l'on tsunami qu'a fait, on l'éclipse qu'a fait, comment? On seul nous assez, était timide. Alors pas qu'on ça vous peut faire. Après ça a commencé à parler derrière la radio, et j'ouvre. Était une bourse, professeur Bourse est venu, calologue, elle fait à Montadief. Les deux là ont venu, et après ça, c'est ce professeur là qui a venu. Et là, on a monté un hélicoptère là pour regarder, et là, on a des volcans là, on peut faire un roche encore. Il peut éviter l'hélicoptère là. C'est là qu'on ça dangereux. Et on a toute interdiction de butin là, on mettait qu'à barrer, là, on mettait qu'à faire circulation le soir ou la journée. Ni monde qui était une bête attaché, pas de pierre retourner à la bête. C'est-à-dire quoi, c'est pas laisser rentrer, c'est tout dangereux. Et des femmes mon bien là, mais non plus ni un canot qui traverser. C'est une surveillance à la mer qu'on vit dans la terre. Alors tout le monde baillif, vieux habitants, bouillant pas parti, mais tout habitant, Capestel, vieux fort, Bastel, baillif, vieux habitants, tous ces monde là parti monter à la grande terre. Moi j'étais dans les 17 à 20 ans tenu, c'est obligé de payer. Parce qu'on partait ça là pour y aller. C'était quoi à présent? On prend famille, on partir en juillet, on va de l'autre côté, ça il peut arriver, on peut arriver. Mais on est à l'autre côté, on va connaître pour faire. À 76, j'étais déjà né, j'ai bien entendu parler, j'ai bien vu l'évacuation, j'ai bien vu mes parents en train de charroyer et tout, et j'ai bien vu les voitures circuler. Donc, alors lorsqu'on a annoncé le départ pour Capestel-Bello et à Sainte-Marie, c'était le dernier lieu si vous voulez, il fallait évacuer. Donc comme on avait été juste avant, c'est-à-dire à la section de Caranguaise, donc mes parents ont pris leur camionnette, la camionnette du voisin, on s'est embarqué et puis on est parti pour aller à Petit-Bourg, là où on a de la famille. Et ce jour-là, je me rappelle très bien, puisque c'était le baptême de ma soeur, ma petite soeur. Et on avait fait déjà les préparatifs, on avait tué un cabri, on avait aussi déjà la viande. Et puis voilà, il fallait partir. Donc on s'est embarqué derrière la camionnette. Et moi je me rappelle qu'on mangeait la viande derrière la camionnette. Et puis en allant vers Petit-Bourg, donc à 6 ans, à l'âge de 6 ans, j'ai bien vu qu'il y avait un petit débarcadère près de la mairie de Petit-Bourg où les gens embarquaient pour Pointe-à-Pitre. Et j'ai trouvé ça génial, c'était fabuleux, et je me rappelle très bien. Puis on a laissé passer les choses et de là à Petit-Bourg, on sentait, vous voulez, on sentait l'odeur du soufre et tout, etc. Et puis j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui étaient restés sur Capesterre et un peu ailleurs. Mais cependant, ils sont restés.
Et voilà, il n'y a rien eu vraiment qui s'est passé à part la cendre, à part les trucs comme ça. 88,9%, c'est le taux de réussite au baccalauréat des jeunes Guadeloupéens, un chiffre record pour l'Académie. Sur les 5828 inscrits à l'examen, 5184 ont obtenu le précieux diplôme. En Guadeloupe, comme au niveau national, le taux de réussite est en hausse. De quoi envisager sereinement les vacances avant de penser à la rentrée 2016. Place maintenant à notre tour d'horizon de notre grande région, où il sera beaucoup question de la crise politique au Venezuela et des conséquences pour certains de ses voisins. Direction donc Caracas pour plus de précision. C'est votre rendez-vous Caraïbes. L'ancien Premier ministre espagnol José Luis Zapatero avait entrouvert la voie du dialogue entre les composantes politiques du Venezuela lors d'une mission à Caracas sous mandat de l'UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines. Le secrétaire d'État américain John Kerry vient de lui emboîter le pas. Derrière cet appel au dialogue se profile la question du référendum révocatoire, une spécificité constitutionnelle du Venezuela prévoyant qu'à mi-mandat et sous certaines conditions, le président en exercice puisse être révoqué si ses résultats ne sont pas bons. En même temps qu'il soutenait l'organisation d'un référendum, John Kerry a annoncé la reprise de discussions entre Caracas et les États-Unis qui ont nommé comme négociateur un diplomate de haut rang, Thomas Shannon, ancien ambassadeur au Brésil. Beaucoup voient dans ce geste une marque de la diplomatie Obama qui tend à se réconcilier avec ses ennemis d'hier. Après le Vietnam, l'Iran et Cuba, c'est donc au tour du Venezuela avec lequel les relations sont tendues depuis le début des années 2000, mais qui ne gênent guère les relations commerciales. Caracas livrant à Washington une grande partie de sa production pétrolière. Il y a donc de la part des États-Unis un intérêt à éviter que le Venezuela ne sombre dans le chaos total. Contrairement aux États-Unis, Cuba a enregistré une baisse de la fourniture de combustible négociée avec le Venezuela en dépit de la ferme volonté du président vénézuélien Nicolás Maduro de respecter ses engagements. Ce retard a occasionné des tensions supplémentaires sur le fonctionnement de l'économie cubaine, déjà affectée par la chute des prix des matières premières et les difficultés rencontrées par d'autres partenaires. Le taux de croissance pour le premier semestre n'a été que de 1%, soit la moitié de ce qui avait été prévu. Début juillet, l'État cubain a imposé aux entités d'État non productrices de biens une réduction drastique de 50% de leur consommation de carburant et d'électricité, alimentant des rumeurs sur une réduction des livraisons vénézuéliennes qui permettent de maintenir à flot une économie à bout de souffle et étatisée à 80%. Avant cette baisse, Caracas livrait à des conditions favorables près de 85 000 barils de pétrole à Cuba, soit plus de 50% de sa consommation totale. En échange, La Havane a dépêché au Venezuela plus de 30 000 fonctionnaires, dont une grande partie sont médecins ou infirmiers. Un ancien chef de l'armée chilienne a été interpellé pour son implication présumée dans le meurtre de 15 personnes dans les premiers jours de la dictature du général Pinochet de 1973 à 1990. Le général à la retraite Juan Emilio Cheré, qui a commandé l'armée chilienne entre 2002 et 2006, après le rétablissement de la démocratie, était officier subalterne à l'époque du coup d'État de 1973. Il est accusé de complicité dans le meurtre de 15 personnes à La Serena, dans le nord du pays, le 16 octobre 1973, dans le cadre de la caravane de la mort. 8 autres anciens officiers du même régiment font également l'objet d'une enquête. La caravane de la mort est le nom donné à un groupe de militaires qui sillonna le Chili en hélicoptère juste après le coup d'État du général Pinochet, ordonnant l'exécution d'opposants. Petit détour par la Martinique et son tour cycliste international. C'est Jocelyn Lampérière de l'équipe martiniquaise Féroce qui s'est imposé lors de la première étape de cette 35e édition du Tour. Il remporte l'étape longue de 118 km entre Sainte-Luce et Sainte-Luce, tout simplement, et endosse donc le premier maillot jaune de leader.
Demain matin, les coureurs quitteront Sainte-Luce pour rejoindre Fort-de-France au terme d'une étape qui comptera quelques 117 km avant de disputer un contre-la-montre de 9 km l'après-midi dans les rues foyalaises. Un mot maintenant des championnats d'Europe d'athlétisme qui se tiennent à Amsterdam. 2 Antillais ont brillé lors de la finale du 110 mètres haies. Le Martiniquais Dimitri Bascou a remporté l'épreuve en 13 secondes 25 centièmes. Et sur la 3e marche du podium, on retrouve le Guadeloupéen Willem Bellossian en 13 secondes 33. Les 2 hommes avaient déjà trusté les 2 premières places du championnat de France en fin juin. Après cette belle escapade caribéenne et européenne, retour en Guadeloupe et plus précisément au port de pêche de Petit Canal pour le prologue du TGVT, excusez-moi. Dans le public touriste, habitué ou encore curieux, Anne-Elisabeth Artsen nous emmène à Petit Canal pour prendre l'ambiance de ce prologue. C'est ici que débute le TGVT 2016. Amateurs, novices, toutes générations confondues, le public était au rendez-vous. Pour les Canaliens, l'occasion était trop belle. Ils se devaient d'être présents. Je suis venue, comme c'est une première pour moi à Petit Canal depuis à mon âge, je n'avais jamais vu ça. Alors je suis contente d'être venue voir ça. Je pense que c'est une belle manifestation. Je me suis donné les moyens pour venir voir. Et d'ailleurs, je profite pour féliciter le maire de Petit Canal d'accepter cette étape à Petit Canal pour que les Canaliens puissent profiter de ça. J'ai jamais eu l'occasion de voir une étape du TGVT au moins à la télé. Donc c'est tout près de chez moi, j'ai profité pour venir cet après-midi et serai aussi là demain pour le départ. D'autres, aficionados de l'épreuve depuis de nombreuses années, ont eux aussi fait le déplacement pour ce prologue. Depuis 1957, on faisait des petits courses marrons avant, j'étais toujours là. C'est une passion que j'aime plus que c'est la course à Rano, parce que je suis aussi de petits bouts. J'adore la régate. Et j'ai participé à la régate aussi. Et là, j'ai toujours apprécié la régate. Oui. Et aujourd'hui, ça se déroule très bien. Il y a du beau temps, du beau soleil et tout. Et puis, il y a les fans du double vainqueur de la compétition, Marcelin Wilbon. C'est bien pour l'instant, c'est ma première fois. Que le meilleur gagne, c'est l'essentiel. Moi, je suis Sainte-Rosienne, j'aurais bien aimé que ce soit l'éleveur, mais on attend. L'éleveur qui va gagner. Ah, mais c'est le meilleur. C'est le meilleur, voilà. Victoire de Marcelin Wilbon à Mont-Saint-Rosien. Pour cette première à Petit Canal, le prologue du TGVT a fait le plein de spectateurs, les yeux essentiellement rivés sur le plan d'eau du port de pêche qui s'est animé au rythme du ballet des différents équipages de ces canots traditionnels. Demain, les coursiers s'élanceront donc de Petit Canal pour rejoindre la commune du vainqueur du jour, puisqu'ils rallieront Sainte-Rose au terme d'une régate de 14 000 nautiques. Une régate qui pourrait d'ailleurs se dérouler sous la pluie. En effet, ce soir et demain matin, le temps devrait être orageux avec des averses un peu partout sur l'île. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, je vous laisse avec les candidats de Mister Guadeloupe qui étaient à la Guad Electric Run le 25 juin dernier. Quant à moi, je vous retrouve demain, 12h30, pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé Télévision.